Bienvenue à Format Éclair. Vous avez été nombreux et nombreux à suivre semaine après semaine la création des capsules vidéo rattachées aux différents défis qui ont été lancés à nos participants. À chaque semaine, nous vous avons dévoilé les capsules, après quoi les mentors de la semaine ont exprimé leurs commentaires constructifs aux participants. Cette semaine, vous aurez la chance de visionner les versions finales de chacune des capsules vidéo qui ont été créées dans le cadre de Format Éclair. Nous nous apprêtons donc à vous présenter le résultat du travail de nos participants après qu'ils aient apporté les modifications recommandées par leurs mentors. Débutons dès maintenant par le défi lancé par Dominique Paquin-Raymond et Dominique Fortin. Ce défi consistait à créer une capsule éducative et attrayante pour les jeunes. Allons voir le produit final de cette commande relevée. Bonjour, je m'appelle Alexandre Patnaud. Moi, dans le fond, je suis chef de métier. Puis, je vais être ici pour vous parler beaucoup de la réalité en région, dans le fond, des jeunes qui graduent et ensuite, dans le fond, sont obligés de sortir de la région. Finalement, ils sont obligés de s'arranger avec leurs propres troubles pour cuisiner. Il y en a pas mal là-dedans qui ont peut-être même jamais cuisiné de leur vie. Moi, j'ai eu pas mal la même réflexion quand moi, je suis parti en appartement parce que j'étais pas chef quand je suis parti en appartement. Ça a été assez drastique là, de passer de je me fais des toasts au beurre de pin à OK, il faut que je me débrouille plus que ça. Fait que là, tu viens d'arriver dans ton appartement, tu sais pas trop un peu où t'en aller avec ça, fait que moi, je te donne des trucs super simples vraiment de base. Premièrement, l'épicerie. Quand tu vas à l'épicerie, on va faire ton épicerie, pas de liste. C'est vraiment important de faire une liste, de regarder les spéciaux dans les revues, ça vaut vraiment la peine. Si tu es en coloc, faites une épicerie ensemble, ça va revenir moins cher, c'est sûr. Achetez plus en gros, mettons, puis faites-vous des batchs de choses que vous pouvez stocker. T'sais. Ça, c'est vraiment un côté pratique qui fait que t'es jamais mal pris là, d'être obligé de t'acheter une pizza congelée. Parce que la pizza congelée, ben, elle te coûte vraiment cher. Tu vas me dire, ouais, mais tu sais, je suis tout seul, je m'achète de quoi me faire de la pâte, je m'achète du pépéroni, faire de quoi pour de la sauce, nanana. Oui, c'est plus cher sur le coup, mais tout ça, oui, t'es tout seul, mais ta farine, tu vas en avoir pour plusieurs autres plats. Ton pepperoni, après ça, ben, si tu décides de te faire une lasagne, t'en mets dedans. Ton fromage, même chose. Le lendemain, le lendemain de ta pizza, ben, tu peux te faire une lasagne avec ton fromage ou whatever. C'est tout du stock que tu as chez vous tout le temps sous la main. Tandis que tu achètes ta pizza congelée, c'est one shot. Tu as ta pizza, tu manges, merci, bonsoir, elle a coûté quand même assez cher. Dans le fond, finalement, ce que j'essaie de te dire, c'est cuisine. Prends la peine de cuisiner. Un autre bon exemple, tu peux acheter un poulet entier plutôt qu'une poitrine de poulet. T'sais. Ta poitrine de poulet est 8$. Ton poulet entier, quand il vient en spécial, il est 8$ aussi. Sauf que ta poitrine, tu en as pour un souper, peut-être le lendemain un dîner. Ton poulet, t'en as comme pour 3 jours là, à vivre avec. Là, puis à la limite, tu peux même le congeler pour ressortir plus tard, le mettre d'une soupe, whatever. Mais c'est toujours mieux d'acheter des plus gros morceaux que tout ce qui a été préalablement découpé parce que, bon, il y a quelqu'un qui est passé dessus pour le retravailler. Fait que c'est sûr que c'est plus cher. Ensuite, les légumineuses. Je vais vous parler de ça. Petites légumineuses ici, des fèves rouges ou sinon des pois chiches. Écoute, il y en a une variété incroyable de légumineuses, mais ça, c'est super pratique. C'est des substituts à la viande qui sont géniales, qui coûtent vraiment pas cher. On peut faire des salades, on peut tout simplement remplacer de la viande, faire un chili sans viande avec beaucoup plus de haricots. C'est vraiment des aliments qui vont vous rassasier beaucoup. Fait que ça, d'en avoir toujours sous la main, c'est super pratique parce que, tu sais, si jamais une fois t'arrives et que t'es vraiment mal pris, ben au moins t'as des pois chiches, tu sais, c'est pas super bon tout seul, mais ça nourrit, ça fait ça. Tu sais, diversifier aussi son alimentation un peu. Ici, j'ai une boîte de couscous. C'est vraiment cool, c'est tout, faire des salades, ça remplit bien le ventre. C'est un peu comme le riz, comme les pâtes. C'est tous des trucs qui sont très bourratifs, puis qu'on peut user de beaucoup d'imagination. On peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Il y a vraiment plein de trucs à faire avec ça qui sont excellents. Donc, on peut se diriger vers des produits comme ça qui sont très peu coûteux, mais qui sont vraiment des très bons dépanneurs, puis qui font partie de notre alimentation déjà à la base. Je suis sûr que tu as mangé déjà un peu de tout ça chez tes parents. Un autre truc aussi, au niveau de la cuisine, on dit souvent qu'on n'a pas le temps de cuisiner, mais c'est pas vrai, on a toujours le temps, il faut juste le prendre. Fais des mijotés si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est cool, c'est environ 15 minutes de préparation, sans plus, puis après ça, tu envoies ça dans le four comme pendant 2-3 heures. Fait que le temps qu'il est dans le four, là, ben, t'as pas besoin de mettre la main à la pâte, fait que tu peux aller faire ce que tu veux, tu as des devoirs, whatever, ce que ta vie d'étudiant te demande, ben c'est dans le four, tu as le temps, tu sais, puis
puis ça va goûter comme ce que ta grand-mère a fait, parce qu'elle en fait souvent des braisés, je suis pas mal sûr. Autre chose, les couteaux. Quand tu pars en appartement, s'il te plaît, fais-toi plaisir. Achète-toi des bons couteaux. Puis si tu n'as pas les moyens toi-même, ben quête à ta famille, ça va leur faire plaisir. Quand tu pars en appartement, tout le monde te donne des cadeaux. Demande 2 bons couteaux, OK? Un couteau de chef comme ça. Quand je parle de bons couteaux, je te parle pas des kits là, que tu achètes chez Canadian Tire. Là. Ça, c'est un Victorinox. C'est pas haut de gamme, c'est pas bas de gamme, c'est d'entrée de gamme. Mettons en restauration, ils vont les utiliser. C'est parfait pour toi à la maison parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que des couteaux qui coupent pas. Puis finalement, tu n'as pas de plaisir à faire de la cuisine avec un couteau qui coupe pas. Ici, c'est un petit couteau d'office, dans le fond, qui est bon pour tous les petits travails, là, éplucher, arranger, juste comme le petit gossage, qu'on va dire. Ça aussi, tu en achètes un bon. Tu n'achètes pas les cossins à 4$ là, en avant là, du magasin là, qui vendent dans un petit coffret de plastique. Tu en achètes un bon. T'en as pour environ 100$ là, pour tes couteaux. C'est beaucoup, mais quand même, tu pars avec ça, puis t'es sûr que t'es en business, tu te fais pas à couper comme un poulet avec un couteau à beurre, tu sais. J'ai dit tu fais pas à TV, c'est pas vraiment hot. Ensuite, j'ai des petits ouvrages ici, c'est super simple. Si ça peut t'aider, si mettons t'es quelqu'un qui n'est pas super créatif en bouffe, mais que t'es comme tanné de toujours manger les mêmes choses. Petite revue ici, ma blonde utilise ça, elle aime bien ça. C'est une revue dans le fond qui utilise pas beaucoup d'ingrédients, c'est peu coûteux, c'est 5 ingrédients, 15 minutes. Fait que tu sais, c'est quelque chose quand même là, de easy going pour faire ta bouffe. Puis si vraiment t'es comme très loin, très débutant, un livre que je te conseille, Bob le chef, l'anarchie culinaire. Il y a 3 tomes aussi. C'est vraiment cool. C'est un jeune chef, qui est plus si jeune à cette heure-là, mais lui, dans le fond, c'est vraiment des recettes de base. Il va même te montrer à faire cuire un œuf. Fait que dans le fond, c'est quand même, c'est très de base, mais il pousse toujours un petit peu plus loin des recettes là, qui vont être super intéressantes. Encore là, très peu coûteuses. C'est vraiment fait pour les ados, là, ce livre-là. Fait que je te le conseille, Bob le chef, l'anarchie culinaire. Il y a 3 tomes. Fait que voilà, c'est pas mal ça qui sont mes conseils, je pense, pour partir en appartement. Sinon, prends plaisir, fais à bouffer, invite ton monde à bouffer chez vous. C'est cool, c'est quelque chose de super intéressant, de convivial. Je trouve que c'est tellement toujours un vrai beau moment. Fais-toi plaisir, fais-toi manger, puis enjoy. Bon appétit. Éric Larivière, directeur général du Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue. Le Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue prend un virage important en allant de l'avant avec l'achat d'un iPad par élève du préscolaire à 5e secondaire. C'est un virage qui est important aussi au niveau pédagogique. Parce qu'on le sait, même au niveau de la recherche, on le voit, l'utilisation de tablettes favorise la motivation des élèves, la réussite, la persévérance. Donc, quel appareil qui pourrait répondre le mieux à nos besoins, qui aurait le plus de fiabilité, qui est moins sensible aux virus, au bris, qui offre aussi le plus de potentiel pédagogique? L'INSEER, je suis conseillère pédagogique récit, c'est-à-dire des technologies. La COVID-19 a précipité des choses. Je pense que toutes les commissions scolaires du Québec sont en train de se réajuster là. Ce qui fait que de notre côté, qui est plus unique, c'est que ça va être des tablettes numériques pour tous les niveaux du primaire et du secondaire et peut-être de l'éducation des adultes. Donc, de cet aspect-là, oui, ça va être unique pour le Témiscamingue. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend le virage numérique. Donc, on ne sera pas derrière la vague, tu sais, on va être sur la vague. Claude Lemens, directeur des ressources informationnelles au Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue. En premier lieu, c'est le projet d'un iPad à un élève. C'est important de comprendre que ce n'est pas un choix informatique. C'est un choix qui est appuyé sur la pédagogie en partant. C'est pour ça qu'on est allé vers la recherche et que le choix s'est arrêté sur un iPad. Alors bonjour, mon nom est Thierry Carcenti, je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation et professeur à l'Université de Montréal. Alors, qu'est-ce qui se passe à la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, le nouveau centre de service
du Lac-Témiscamingue, la commission scolaire, l'ensemble des gestionnaires a décidé de faire l'achat de tablettes pour l'ensemble de ses élèves et de ses enseignants. Puis vous savez, certains parents vont peut-être se dire, oui, mais à la fin du secondaire, ils doivent écrire beaucoup. Est-ce que la tablette, c'est suffisant pour ça? Là-dessus, il y a beaucoup de recherches qui pourraient les rassurer aussi. L'examen du ministère en 5e secondaire, c'est 500 mots. Et donc, c'est vraiment la production écrite la plus importante qu'un élève doit faire. C'est 500 mots, c'est dans ce 5e secondaire. 500 mots, les élèves le font sur une tablette en moins de 30 minutes. Ils sont en mesure de faire ça aussi. Donc, ce n'est pas un frein du tout pour l'écriture, pour la recherche. Et je pense qu'au contraire, quand on regarde les nombreux témoignages d'autres écoles où les enfants utilisent la tablette, on voit vraiment le potentiel éducatif qui n'est pas parfait, mais dans cette situation actuelle, c'est vraiment un compromis idéal. Bien, je pense que, tu sais, avec ce qu'on a vécu avec le confinement ce printemps, ce que je suis très fière, c'est la réaction des enseignants. Comment les enseignants se sont ajustés. Tu sais, en dedans de quelques semaines, elles enseignaient déjà en visioconférence avec les élèves qui étaient à la maison. Donc, la capacité d'adaptabilité des enseignants, chapeau. C'est sûr que tout changement entraîne un déséquilibre. Donc, mais ce qu'on voit déjà à date, c'est que les gens reçoivent bien l'annonce du changement. Donc, tu vois, ma seule inquiétude, ça aurait été ça. Puis, en fin de compte, ça se passe déjà bien. Déjà, envoyer les enfants à la maison avec des appareils. Et il y avait parmi ces enfants-là des familles où il n'y avait pas Internet à la maison. Donc, on a dû fournir 60 connexions LTE à des enfants qui soit n'avaient pas une bonne connexion ou n'avaient pas de connexion du tout. Donc, on s'attend à poursuivre cette initiative-là. D'ailleurs, au niveau national, il y a des initiatives qui sont en train d'être faites et qui vont être prêtes, je crois, pour l'automne. Sinon, nous, on va être prêts pour offrir le même service qu'on a offert aux élèves et aux parents qu'on a offert durant la COVID. Maintenant, cela dit, il y a des défis qui vont être associés à ça. Imaginez-vous un peu, du jour au lendemain, tous les enseignants qui doivent enseigner avec une tablette, c'est l'iPad qui a été choisi par la commission scolaire, tous les élèves qui doivent apprendre avec l'iPad. Et donc, pour faire face à ces défis potentiels, des défis de formation des enseignants, des défis d'information des parents, donc les parents seront informés, des défis aussi de responsabilisation des jeunes. Il y a plusieurs formations qui seront mises en place, plusieurs sessions d'information aussi pour les parents et beaucoup de travail fait au niveau de la responsabilisation des jeunes pour que les jeunes comprennent que cet outil doit être utilisé à des fins éducatives à l'école, à la maison pour faire les devoirs et sous la supervision des parents, peut-être à des fins de divertissement et de loisirs. Pour la formation, ce qu'on a prévu, c'est qu'on a toute une équipe. Déjà, dans nos écoles, on a des répondants TIC, des technologies de l'information et de communication. Donc, on va impliquer les répondants par école, les conseillères pédagogiques, avec M. Carcenti, ils vont préparer des ateliers. Et c'est sûr que ça va prendre des ateliers adaptés, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ateliers adaptés pour le secondaire, pour le personnel du primaire, le personnel du préscolaire, pour aussi les spécialistes, pour l'adaptation scolaire. Parce que aussi, c'est intéressant, tous les outils, parce que les questionnements qui arrivent au niveau du personnel présentement, c'est des questionnements, bon, je vais être en mesure de faire avec mes élèves ce que je faisais avant, et même peut-être mieux. Donc, c'est quelque chose d'unique. Je pense que c'est quelque chose qui... Je ne suis pas certain qu'on va voir ça à l'automne dans d'autres centres de services scolaires. On va voir des portables, on va voir d'autres choses, mais une uniformité comme ça, du 1 pour 1, on verra, mais je pense que ça peut être quelque chose de très unique au Québec puis qui peut porter une certaine attention médiatique, on verra. Le problème, et pour les parents, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'écran qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est l'usage qu'on en fait. Un jeune qui va passer plusieurs heures à jouer à Fortnite, par exemple, quelle est la valeur éducative? Elle est très, très faible. Peut-être qu'il va développer des liens sociaux parce qu'il joue avec d'autres, mais en tout cas, la valeur éducative, si on regarde sur un score de 1 à 10, je ne la mettrais pas très, très haute. Il y a un enfant qui va sur sa tablette, qui va lire des livres, qui va lire des romans, qui va faire des exercices de français, de mathématiques, de sciences, et qui va passer 3 ou 4 heures à travailler sur des objets d'apprentissage comme ça. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, on devrait être ravis que cet enfant passe du temps à apprendre comme ça. On est très, très fiers parce qu'on pense que ça va donner aussi un outil de plus pour la réussite des élèves. Plus on en fait, plus on est unique, plus on fait des belles choses. On a beau être petit, mais c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand.
Ici, au Témiscamingue, les pieds dans la forêt à perte de vue, parsemés d'innombrables lacs et rivières. À travers cette nature abondante et séduisante, l'impact des changements climatiques pourrait être imperceptible. Pourtant, partout sur le territoire, des citoyens et citoyennes se portent en défenseurs de notre planète, en prenant le pouls de l'urgence qui se dresse devant nous. Les gens conscients, engagés, s'unissent en symbiose avec notre nature et intègrent dans leur mode de vie des actions concrètes qui se déploient dans la sagesse et la modestie de ceux et celles qui les prodiguent comme des soins à la terre. Les solutions abondent comme le poisson de nos cours d'eau. Puissent-elles se multiplier pour perpétuer et engendrer un amour et un respect de notre territoire. Moi, ce que je vis par rapport à ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est tout ce qui est en lien avec l'immense écocide qu'on est en train de faire à la planète depuis assez trop longtemps. Puis ce qui fait peur là-dedans, je trouve, c'est qu'on continue à perpétuer ces systèmes-là qui font qu'on est complètement déconnecté de tout ce qui est vivant sur la Terre. Alors, moi, depuis 2011, ma prise de conscience, elle a été en 2011. Et puis, je peux te dire que j'en ai fait des hauts et des bas, là, des hauts de prise de conscience, des bas de voir que les gens ils s'en foutent complètement. On ne le sait pas à quoi on va être confronté, mais on va être confronté à quelque chose d'énorme. Et puis, il y a juste à voir les dernières années à quel point les choses bougent vite. Personne ne peut savoir dans 10 ans comment ça va être. Personne ne peut savoir dans 5 ans ce que ça va être. J'espère qu'il y aura un avenir pour nous, pour ceux qui sont là, puis pour les prochains. Tu sais, le plastique partout, puis le poisson là, la terre qui ne pousse pas, les mines, des vierges toutes partout. À un moment donné, là... On est né qu'on a tout au cul dans le bec. On l'a tout autour, tout simplement. Puis c'est là qu'on réalise que nous, vu qu'on a la chance, parce que la majorité d'entre nous, on n'a rien manqué. On n'a absolument rien manqué. C'est qu'on a la chance de pouvoir s'éveiller sur d'autres choses. J'espère que le monde va s'éveiller. Ça fait peur, là où on s'en va. Fait que mon jardin, mon bonheur. Je souhaite à tout le monde de se faire ça, un jardin. C'est tellement satisfaisant à manger nos légumes. Là. Ça goûte pas pareil, c'est bon là, dans la bouche. Là. C'est le fun à cuisiner. Tu sais que c'est toi qui les as fait pousser ta nourriture. Là. Quand tu fais pousser ta nourriture, c'est un plaisir. Là. Mais c'est un bel endroit pour les plantes. Là. Il en sort des légumes de cette petite serre-là, c'est quelque chose. Des tomates, des poivrons, puis bien des fines herbes. J'aime ça faire des choses qui font du sens. Pour moi, puis pour plus que moi. Pour moi, jardiner, c'est le plus beau sens de la vie, là, tu sais. Ça nourrir, il faut manger. On voit de plus en plus de gens qui ne sont pas dans le besoin, mais qui veulent juste pas consommer. Moins consommer, mieux consommer. Après, le fait qu'on est chanceux de l'avoir parce que l'autre, elle est à Rouen. L'industrie du textile est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que les avions et les bateaux. Donc c'est énorme. Puis en juste 15 ans, on a doublé notre consommation de linge. Donc c'est clair et net qu'ils finissent quelque part. L'industrie de la mode, elle est basée sur l'exploitation des travailleurs du textile. Le changement, il est en train de se faire déjà avec les nouveaux bénévoles. Puis avec les gens qui viennent aussi, c'est pas des gens qui sont dans le besoin qui ont besoin de venir ici parce qu'ils sont pas capables de se payer des habits neufs. C'est plus des gens qui veulent pas se payer des habits neufs. Ici, c'est l'Éternel. On l'a baptisé l'Éternel parce qu'il y a 4 saisons. On fonctionne avec de l'aquaponie. À date, c'est nos meilleurs poissons qu'on a trouvés parce qu'on a eu des truites. De l'autre côté, j'ai des truites. Mais ici, on a des tilapias. Les tilapias, ce qui est le fun, c'est qu'ils font leur alevin tout seuls. Ils font tout leur coco, ils élèvent leur bébé pour nous autres. Puis après ça, nous, on vient les mettre dans les bassins ici. Je suis sur un bassin. Mon bassin, il est séparé en 3. C'est mes tilapias différentes grosseurs qui sont dedans. À chaque 7 minutes, les bassins, écoutez, ils se vident. Ils se vident, ça donne de l'oxygène à mes poissons. Puis ça donne aussi de l'oxygène à mes racines. Il faut que mes racines y aient de l'air une fois de temps en temps, pas juste tout le temps dans l'eau. On a appris au fil du temps
Puis j'aime ça dire maintenant que je suis autosuffisante. On essaye le plus possible de savoir ce qu'on mange. Nous, notre viande, on sait d'où qu'elle vient, on le sait avec quoi qu'elle nourrit, elle n'est pas stressée, elle est remplie d'amour parce qu'on s'en occupe de notre viande. Moi, je me dis tout le temps que quand c'est élevé, qu'on les élève bien, qu'on respecte nos animaux, bien après ça, on va les remercier pour la viande qu'ils nous ont donnée. Puis c'est comme ça que je vois la vie, moi. C'est la même chose avec les légumes. On a notre compost pour nos légumes, puis on fait beaucoup d'aquaponie. Ça, on adore ça, l'aquaponie, parce qu'on aime beaucoup manger de poisson. On a trouvé ce qui nous comblait, nous. La vraie chose qui implique, c'est qu'on arrête de vivre comme on vit. On arrête de consommer, on arrête d'aller faire du sidou, on arrête d'aller faire du bateau, de la tripe et tout. C'est des trucs qui vont nous paraître sûrement dans 20-30 ans complètement stupides. Là. Clairement, la vie, le retour à la nature, le retour à la terre, la vie en campagne plus simple. On a le potentiel au Témiscamingue. On en a du potentiel. On a un beau terroir. Moi, dans mon livre à moi, c'est complètement illogique qu'en plein été, on mange des tomates du Mexique. Quand on a plein d'espaces ouverts, on a une belle terre, on a même un terroir, juste à aller dans le bois, on peut en cueillir des petits fruits, puis on trouver notre alimentation là. Puis en plus de ça, avec l'agriculture, je pense qu'il est temps, en tant que région, qu'on s'approprie un peu notre agriculture puis qu'on la fasse comme que nous autres on souhaite. Comme ici au Témis, ce qu'on peut faire, je vais trouver mes œufs, la farine à Émilise, les petits marchés publics, les fraises, le café. Il n'y a pas de site, le café, mais il est torréfié ici, au moins. J'essaie d'encourager tout. Là, ça coûte plus cher. Mais oui, ça coûte plus cher, mais moi, j'achète pas de vêtements, j'achète pas de ci, puis j'achète pas de meubles, j'achète rien. Fait que moi, j'achète de la nourriture. On peut, sur notre territoire, faire pousser nos légumes, avoir des animaux, puis aller les magasiner sur notre territoire. C'est ça. C'est ça notre richesse, le territoire. Comment on partage notre territoire, comment on utilise notre territoire. Mais je pense que le Témiscamingue a un énorme potentiel, c'est clair. Il a de l'eau. Comme moyen de locomotion, l'eau, c'est quand même pas mal, avec des canaux ou avec de la voile ou avec des énergies renouvelables. Le bois, c'est une ressource qui est naturelle et puis qui peut être exploitée très bien. Puis des terres agricoles. Témiscamingue, il a tout. Moi, je pense que c'est un bel endroit pour s'établir en voyant le long terme. Là. On peut affirmer sans risquer de se tromper que nos mentors ont été comblés et impressionnés par le travail de nos participants. Ce sont des sujets très intéressants qui touchent de près notre région. Allons maintenant jeter un œil au prochain défi qui consistait à créer 8 capsules d'une durée d'1 minute chacune, mettant en valeur 8 trésors cachés du Témiscamingue. Ce défi avait été lancé par Catherine Drolette-Marchand et Véronique Beaulé.
Mon nom, c'est Raymond Chénier. Nous avons acheté la compagnie Hôtel-Motel Caroline le 1er avril 1977. Ça fait 43 ans qu'on est ici. Je suis dans la compagnie avec mon épouse Madeleine Sanson et mon fils Michel. À une époque, on avait des orchestres ici, 5 jours par semaine, du mercredi au dimanche. On avait des show bands qui venaient de Montréal, Toronto, un peu partout. Quand ils ont changé la loi de livret-sommeil en 1986, ça a été fini pour les orchestres. Les gens ils ont arrêté où ils venaient, mais ils ne consommaient plus. C'était plus rentable d'avoir des spectacles. Moi, je m'appelle Sonia Cardinal, puis j'aime ça dire maintenant que je suis autosuffisante. On essaye le plus possible de savoir ce qu'on mange. Nous, notre viande, on sait d'où qu'elle vient, on le sait avec quoi qu'elle nourrit, elle n'est pas stressée, elle est remplie d'amour parce qu'on s'en occupe de notre viande. Moi, je me dis tout le temps que quand c'est élevé, qu'on les élève bien, qu'on respecte nos animaux, bien, après ça, on va les remercier pour la viande qu'ils nous ont donnée. Puis c'est comme ça que je vois la vie, moi. C'est la même chose avec les légumes. On a notre compost pour nos légumes, puis on fait beaucoup d'aquaponie. Ça, on adore ça, l'aquaponie, parce qu'on aime beaucoup manger de poisson. On a trouvé ce qui nous comblait, nous. Ici, c'est l'Éternel. On l'a baptisé l'Éternel parce qu'il y a 4 saisons. On fonctionne avec de l'aquaponie. Mon bassin, il est séparé en 3. C'est mes tilapias de différentes grosseurs qui sont dedans. À chaque 7 minutes, les bassins, écoutez, ils
se vident. Ils se vident, ça donne de l'oxygène à mes poissons. Ça donne aussi de l'oxygène à mes racines. Il faut que mes racines y aient de l'air une fois de temps en temps, pas juste tout le temps dans l'eau. On a appris au fil du temps. Moi, je pense que tout le monde entier a le potentiel pour avoir une région verte, c'est la mentalité. Puis je pense que des fois, il faut leur montrer que ça fonctionne. C'est quand ils voient, quand ils constatent que ça fonctionne. Parce que quand on arrive avec nos projets et qu'on leur dit ce qu'on fait chez nous, souvent on passe pour un peu des extraterrestres. Mais sais-tu quoi? Ça me dérange plus d'être un extraterrestre aux yeux des autres. Ça me dérange plus pas tout. Mais quand ils viennent chez nous, ils réalisent qu'on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on fait. Encore une fois, nos étudiants ne nous ont pas déçus. Ils ont réussi à uniformiser leurs capsules, même s'ils ne les ont pas toutes réalisées ensemble. Ces capsules ont été partagées sur la page Facebook de Vivre au Témiscamingue cet été pour le plus grand bonheur de nos touristes autant que des Témiscamiennes et Témiscamiens. Le défi suivant avait été particulièrement difficile pour nos participants. Il s'agissait de proposer un guide estival en s'inspirant de la formule du guide des fêtes que propose TV Témis à chaque année. Les possibilités étaient donc infinies et nos participants se sont montrés très créatifs, tirant même profit de la grandeur de notre territoire. Passons au visionnement de ces capsules. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à TV Témis, nous allons rencontrer Orphée, propriétaire de la ferme du Centaure à Lève-le-Cher, pour qu'elle nous parle de ses nombreuses activités offertes à sa ferme. Bonjour Orphée. Hello. Pourrais-tu nous parler des activités offertes à ton écurie? Ben, j'offre à peu près toutes les mêmes activités. C'est sûr qu'avec les mesures de distanciation, le port du masque, tout ça, ça change un peu la dynamique, la façon de procéder. Et l'activité que j'ai pas repris encore, c'est les camps de jour. Mais j'y pense parce que j'ai beaucoup de demandes. Pour le mois d'août, je vais peut-être en offrir. Mais tout le reste fonctionne encore. Fait que les visites guidées, ça se peut. Les cours d'équitation, on le fait. Les cours à domicile aussi, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent d'aller donner de la formation chez eux. Ça se fait encore. Par contre, il faut venir sur rendez-vous. Surtout avec la COVID, là, avec le COVID, il faut vraiment, on peut plus se présenter comme ça sans rendez-vous, ça c'est pas possible. Les jambes droites et pointées, normalement, tu devrais tomber vis-à-vis ses pieds d'en avant. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou une expérience requise avec les chevaux pour participer à tes activités? Moi, j'offre à toutes les catégories d'âge. Fait que, tu sais, j'ai des débutants. J'ai des adultes débutants, j'ai des enfants débutants, j'ai des petits, j'ai des grands, j'ai des plus avancés, j'ai des gens qui veulent se spécialiser dans quelque chose de précis. Moi, j'enseigne dans le western, j'enseigne dans le dressage, dans le classique aussi. Fait que j'ai des gens qui me disent « je veux faire ça », l'autre veut faire ça. Et je fais de la voltige aussi. C'est sûr que c'est pas... tu sais, je t'amènerai pas en compétition de voltige, mais c'est vraiment une base de voltige, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Puis j'aime beaucoup aussi tout le travail au niveau de la compréhension du cheval. On appelle ça un peu éthologie, là. Est-ce qu'on a besoin d'apporter notre propre cheval pour faire une séance? Non, j'ai mes chevaux de cours. Fait que si tu avais ton cheval, je pourrais te donner tes cours avec ton cheval, c'est pas un problème. Mais moi, j'ai mes chevaux de cours. Je fournis l'équipement, je fournis le casque d'équitation aussi parce que c'est obligatoire, il faut porter le casque. La seule chose que je demande à mes cavaliers quand ils viennent, à mes personnes qui veulent faire des cours, c'est d'avoir des bonnes chaussures dans les pieds. Fait qu'on veut que les personnes portent des chaussures fermées, rigides ou des bottes avec idéalement un petit talon parce que ça, c'est pour la sécurité de la personne. Fait que quelqu'un qui connaît rien, qui veut même juste l'essayer pour l'essayer une fois dans sa vie, qui me dit mais je suis pas sûre là, que je vais en faire d'autres après, c'est correct. Une initiation, moi, ça me va. Je trouve ça le fun de pouvoir permettre aux gens d'avoir un premier contact. Pourquoi quelqu'un voudrait venir s'entraîner dans ton manège intérieur plutôt qu'à un autre endroit? Bien, vous connaissez nos saisons, hein? L'hiver, il fait froid, fait qu'on donne plus de cours, on a trop de neige. Puis à un moment donné, hop,
là, il y a du verglas, fait que hop, il peut plus monter à cheval, c'est ça, glace partout. Après ça, l'été, ben, il y a des mouches noires. Après, c'est la période des maringouins. Après, c'est la période des thons à cheval. Fait que tout ça, c'est difficile parce que les chevaux sont très dérangés et les cavaliers aussi. Fait que quand tu as des petits-enfants de 7 ans sur un cheval, puis que les thons à cheval, ils tournent autour de la tête, l'enfant a de la misère à se concentrer. Après, il fait chaud. Après, il pleut. C'est sûr que cette structure-là, c'est pas chauffé. Donc, s'il fait moins 30, il fait moins 30 ici aussi. Mais le fait de ne pas avoir de vent, c'est vraiment plus facile. Ce que je peux rajouter aussi par rapport à mon centre équestre, c'est que je suis pour l'instant, en tout cas, la seule qui est accréditée Équiqualité. Équiqualité, c'est une accréditation qui a été mise sur pied par Cheval Québec pour, je dirais, en fait, pour donner une assurance aux clients que la structure dans laquelle ils inscrivent leurs enfants ou qui vont eux-mêmes prendre de la formation est adéquate. Et pour finir, si quelqu'un veut plus d'informations ou s'il veut placer un rendez-vous, où est-ce qu'il doit aller? Alors oui, ben évidemment, on a toujours la page Facebook Ferme du Centaure, mais il y a beaucoup plus d'informations sur mon site web fermeducentaure.ca. Là-dessus, vous allez avoir des pages pour chacune des activités que j'offre, fait que les cours, les camps, les visites guidées, tout là, les pensions, tout est là, les prix sont là, les formulaires sont là, comment me rejoindre aussi, c'est là-dessus. Sinon, sur la page, ben, il y a quand même les informations, là, l'horaire et tout ça, là, les heures d'ouverture, mais il n'y a pas autant de détails sur chacune des activités, c'est pas conçu pour ça, mais vous avez quand même la possibilité de me contacter par l'un ou par l'autre, par Facebook ou par mon site web, les deux, c'est possible. Bonjour, je m'appelle Justine et aujourd'hui, je vous emmène dans les commerces et restaurants témiscamiens. Mon escapade a commencé au Boustifo de Ville-Marie, un petit café sur la rue Sainte-Anne qui vend des produits en vrac, des articles de cuisine et qui sert de délicieux cafés ainsi que des pâtisseries. Miam! Ensuite, j'ai fait un arrêt à l'Intro Musique qui est à côté du Boustifo. Des vinyles, des CD, des instruments de musique et plus encore étaient ce qui m'ont le plus accroché. Par la suite, je me suis déplacée à Lorrainville, à la savonnerie pour découvrir des produits purement témiscamiens. Je me suis même permis de m'acheter un petit savon. Oh, quelle odeur! Pour continuer, mon prochain escale était le restaurant Thème Rose à Témiscamingue. Une ambiance chaleureuse et de la nourriture vraiment réconfortante m'ont accueilli dès mes premiers pas à l'intérieur. Ensuite, j'ai remarqué une petite boutique proche à la frontière de l'Ontario à Témiscamingue. Ça m'a attiré l'œil et c'était des grands canaux à l'entrée du magasin. Alors je suis rentrée et c'était de l'or algonquin des Premières Nations qui était le point clé de la boutique. Quel talent! Ensuite, je suis allée souper à la pourvoirie de Gracie Narrow à Moffett. J'ai pu visiter les magnifiques chalets ainsi que les sites où les plaisanciers font de la chasse, de la pêche et s'amusent en famille. Après une si grosse journée, un bon repas m'a fait du bien. Pour bien compléter mon repas et ma journée, je me suis délectée d'une crème glacée au rendez-vous des glaces à Notre-Dame-du-Nord.
Wow, quelle journée! Les produits témiscamingues sont incroyables. J'ai hâte d'en découvrir plus. Salut tout le monde, je m'appelle Lisandre et aujourd'hui je montre à réaliser 3 cocktails faits avec des produits du Témiscamingue. Le premier drink, c'est le Barbe Rose. Pour ça, on a besoin d'amaretto, de guizou, qui est du jus de rhubarbe pétillant, et de bière blanche du Barbe Brou, la bonne Sainte-Anne. La première étape, c'est de remplir son verre de glace. Comme premier ingrédient, l'amaretto, qu'on en met 1,5 onces. On ajoute 2 onces de bière blanche, la bonne Sainte-Anne. Et ensuite, on remplit le reste de son verre avec le guizou à la rhubarbe. Et il reste à ce moment-là la petite décoration. Et voilà! Donc le deuxième drink, c'est un cidre vermouth. Pour ce drink-là, on a besoin de vermouth de pomme, de sirop de cannelle, d'angostura amère et de cidre du chanteur de pommes du verger des Tourterelles. Et à ce moment-là, on fait une partie du drink au shaker, donc tout ce qui ne pétille pas. Ensuite, on ajoute 1 once de vermouth de pomme, un trait de sirop de cannelle et aussi 2 gouttes d'angostura amère, donc de bitter, communément appelé. On shake. On ajoute notre mélange shaké et on remplit le reste du verre de cidre de pomme du verger des Tourterelles. Et voilà. Et il nous reste à mettre la décoration avec une pomme. Le troisième drink, c'est le Spritz des Bois. C'est une recette qui nous a été donnée par Félix Poirier, qui est un mixologue natif du Témiscamingue. Donc, en premier, ce qu'on a besoin, c'est d'un sirop de fruits que là, on a fait maison avec des fruits du Témiscamingue. On a besoin de jus d'orange qui peut être remplacé par du jus de pamplemousse, du mousseux sec. Donc, à ce moment-là, nous, on a choisi le Prosecco. On a aussi besoin d'amermelade qui peut être remplacé par de l'apérole. Pour faire le sirop de fruits, on a utilisé les fraises de Norvie, les camérises, les fruits de la forêt du Nord et les bleuets de la bleuetière de Guérin. Donc, dans le fond, il faut 3 tasses de vos fruits préférés. Ensuite, on ajoute 2 tasses de sucre blanc et 2 tasses d'eau. Et on fait bouillir ça à feu moyen pendant 15 à 20 minutes environ. Puis ensuite, on filtre les fruits, puis ça nous donne notre sirop de fruits. Donc, en premier, on ajoute 1 once d'amermelade. Un once de jus d'orange, 1 once de notre sirop de fruits fait maison, et on finit de remplir notre verre avec notre mousseux. On finit avec la décoration, comme ça ici. Voilà, donc vous connaissez maintenant 3 recettes faciles et délicieuses faites avec nos produits d'ici à faire cet été. Bonne dégustation! Quelle belle et grande variété de produits nous avons au Témiscamingue. Le travail de nos participants en témoigne et ils peuvent dire mission accomplie. Vous avez maintenant autant hâte que nous de découvrir à quoi ressemblera le guide des fêtes de TV Témis cette année.
Le dernier défi qu'ont eu à relever nos participants était d'un genre un peu différent des précédents. En effet, le réalisateur Stéphane Rochelot leur a demandé de créer une capsule historique qui ferait sourire les gens. Il faut l'avouer, c'était tout un défi. Nos jeunes vidéastes ont encore une fois épaté leur mentor en présentant des vidéos bien pensées et habilement réalisées. Nous allons donc compléter cette émission en apprenant un peu plus sur l'histoire de notre belle région. Well, today I started loving and right back. J'avais trouvé cette photo-là d'un Jerry Gosselin, un gars de la Tulipe. Je me suis dit, bon, il y a sûrement moyen de le retrouver. Tu sais, j'ai essayé le numéro de téléphone, c'était comme un vieux numéro de téléphone. Il était juste écrit, mettons, 6, puis après ça, 4 autres numéros. Tu sais. Fait que c'était comme la fin de son premier numéro. Bref, j'ai pas réussi à appeler ce numéro-là. Puis, j'ai pas réussi à retrouver Jerry Gosselin non plus dans mes recherches. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris la photo, je l'ai publiée sur Facebook, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'aider à retrouver Jerry Gosselin? Et après quelques jours, il est apparu dans ma boîte de courriel le nom de Claude Gosselin, qui me dit qu'il serait le neveu de Jerry Gosselin et puis qu'il commence à me parler un petit peu de son oncle. Et il me dit, j'ai quelque chose pour toi, c'est des cassettes. Fait que Claude Gosselin vient chez moi, il vient me porter une dizaine de cassettes. Et puis, il me dit, écoute, si tu peux les numériser, si tu peux les écouter, tant mieux. Ça serait le fun de pouvoir sauver sa musique. C'est des cassettes de mon oncle. Il s'est enregistré, puis comme tu vas pouvoir entendre sa musique. Fait que j'ai dit, c'est parfait. Fait que je m'installe, je commence à numériser tout ça. Quelques temps après, Claude Gosselin me réécrit et il me dit, voici des photos de mon oncle. Il me dit, mon oncle avait aussi une autre passion que la musique, il était photographe. Fait que je commence à regarder ça. J'ai des photos qui datent des années 50, 60, 70. Certaines, la grande majorité en noir et blanc. Il y en a quelques-unes en couleur aussi, mais comme je disais, c'est des années 70, gros max. Et puis, je commence à porter attention aux photos. Puis, avec toutes sortes d'éléments qu'il y a dessus, je commence à me rendre compte que, OK, ça, c'est probablement une photo prise dans une ville américaine. Après ça, ça a l'air d'être pris dans un studio de télé en Ontario. Après ça, on voit le nom d'un groupe de musique en faisant quelques recherches. C'est un groupe des Maritimes. Bref, je commence avec ces photos-là à me rendre compte que Jerry Gosselin, il a probablement fait des tournées partout en Amérique du Nord. Fait que là, je parle de ça avec son neveu, puis son neveu, il me dit, oui, c'est vrai, dans les années 50, il était engagé à Nashville, qui est la destination pour la musique country. C'est donc dire que Jerry Gosselin avait un talent suffisamment pour aller dans la grande ville de la musique country dans les années 50. Et puis après ça, je commence à avoir un peu d'autres informations ici et là. Et en écoutant les cassettes, quand j'ai commencé à numériser ça, au début, c'est pas la voix de Jerry Gosselin que j'ai entendue. C'est la voix d'un autre homme. La voix d'un homme qui parle un français vraiment cassé. Puis après ça, quand il se met à parler en anglais, là, tu vois qu'il est beaucoup plus à l'aise. Il se désigne lui-même comme étant Uncle Charlie. Il dit qu'il enregistre ce message-là, en Ohio, aux États-Unis. Et puis, il s'adresse aux enfants de Jerry Gosselin. Et on comprend dans ce qu'il dit aux enfants de Jerry Gosselin que Jerry Gosselin est décédé. Et quand lui a appris que Jerry était décédé, il a décidé de mettre sur cassette des enregistrements que Jerry lui avait envoyés par la poste pour les renvoyer à ses enfants, pour que ses enfants puissent revoir les enregistrements de leur père. Fait que tout d'un coup, c'est que tous les morceaux d'un casse-tête commencent à se rassembler ensemble. Fait qu'on sait qu'il y a un ami en Ohio, fait qu'il a probablement passé dans ce coin-là aussi, Jerry Gosselin, pendant qu'il était musicien. Ce qu'on comprend finalement, c'est que dans les années 50, Jerry Gosselin a joué du western avec les Bushwhackers et il a joué du rock'n'roll avec les Double Dates, deux groupes de Belle-Terre. Par la suite, il a fait son propre groupe qui s'appelait The Born Free Man dans les années 60 et il a accompagné des tonnes et des tonnes de musiciens, des tonnes de groupes un peu partout, en tournée, quand les groupes passaient dans la région, etc. On se dit Jerry Gosselin, personne ne parle de lui en général quand on parle de l'histoire de la musique dans notre région. Pourtant, il a eu une grande carrière, mais ça semble avoir été, peut-être que lui-même ne s'en vantait pas beaucoup. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un homme qui a été assez solitaire dans sa vie, etc. Ce qui est vraiment particulier, que je me suis rendu compte tranquillement en découvrant ses enregistrements,
et ses photos, c'est que c'est un pionnier aussi au niveau technique dans les deux domaines. Premièrement, au niveau de la photo, Jerry Gosselin, il prenait déjà en photo à peu près tout ce qu'il faisait. Donc lui-même, ses orchestres, ses voyages, etc. Donc, il a documenté sa propre vie. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est pas tout le monde qui prend la peine de documenter sa propre vie, de conserver ça, etc. Donc, le fait qu'il ait documenté sa vie, ça m'a permis de retracer des affaires. Donc, pour toutes ces raisons-là, parce que c'est un pionnier de l'enregistrement, c'est un pionnier de la photo au Témiscamingue, et puis c'est aussi un gars qui a eu une carrière musicale qui a dépassé les limites de notre région, les frontières de notre région, puis aussi qui était un multi-instrumentiste reconnu dans le domaine de la musique country. Bien, je pense que ça vaut vraiment la peine de nos jours qu'on se rappelle de Jerry Gosselin de là-dessus. Over you just long enough to let my heart expand. And today I started loving you again. What a fool I was to think I could get by. Il y avait un type de Valleyfield qui avait un Grand Prix, et puis son nom c'était Robert, son autre nom ne me vient pas l'idée, mais lui, il y avait réellement il y avait réellement un bateau qui marchait, puis que c'était lui qui ramassait presque à chaque année les couches des régates internationales. Mon nom est Claude Gagnon et je suis un entrepreneur électricien ici de la région, un homme d'affaires de la région du Témiscamingue. Et quand on parle de régates, bien, les régates, c'est un retour en arrière parce que, je vais vous dire, ça date de plusieurs années. Les premières régates qui ont eu lieu ici à Ville-Marie, c'est en 1976. On avait fait des régates régionales. Devant l'ampleur de la demande de la population, puis aussi au niveau des gens qui étaient intéressés à voir les plus gros bateaux courir, moi, j'ai fait des démarches pour avoir des régates internationales. C'était à ce moment-là l'Organisation internationale des régates qui était à ce moment-là à Valleyfield. Il y avait des régates de Valleyfield, puis il y en avait à plusieurs endroits ici au Québec. Et en 81, on a obtenu l'autorisation de faire des régates internationales. Ça a donné un engouement assez spécial, puis c'était toutes des bolides parce qu'on se ramassait avec des catégories de bateaux beaucoup plus grosses que ce qu'on avait avant. Avant ça, c'était des chaloupes qu'on avait, puis des petits bateaux là, qui à un moment donné, ça ne roulait pas tellement vite, mais ça faisait un beau spectacle. Alors, on avait à ce moment-là 5 catégories de bateaux, puis de différents noms. De mémoire, là, je ne pourrais pas peut-être toutes les énumérer, les différentes catégories, mais c'était tout classé en fonction de la capacité du moteur qui était sur le bateau. Et le plus gros bateau, qui avait le plus gros moteur, je me rappelle, c'était un bateau de 500 HP, c'était les Grands Prix. Et puis les Grands Prix, c'était des bolides qui roulaient à des vitesses de 150 km/h, puis même de 175 km/h. Dans les années 76, quand on a commencé à faire des régates locales ici, moi j'avais acheté un bateau à 150 forces. C'était, ils appelaient ça la catégorie tunnel. Et c'était un bateau qui roulait à peu près à 115 000 à l'heure à peu près. Je vais vous dire que les dents nous séchaient dans la figure quand on ouvrait la bouche sur le lac. Et j'ai coursé durant 3 ans, puis je l'appelais le kamikaze. Parce qu'il fallait être kamikaze pour courir avec un bateau comme ça. J'ai déjà gagné jamais des premières positions, j'ai déjà gagné des deuxièmes positions, mais c'était bien le fun. C'était plus le plaisir de courir que d'avoir le prix, parce qu'il n'y avait pas des grosses bourses dans ce temps-là. Il y avait des petites bourses qui donnaient là, avec des petits trophées, puis c'était ça qui était notre récompense de participation. Pour moi, les régates, ça a été quelque chose. J'ai même été commodore. J'ai mon chapeau. J'ai mon chapeau qui est là, le chapeau blanc. C'est mon chapeau que j'ai eu quand j'ai été commodore. Moi, j'ai été commodore en 1985 des régates. Quand il y a une régate comme ça, il y a un commodore qui c'est lui qui est le chef de tous les bateaux.
et qui donne les directives. Il peut disqualifier un bateau, il donne toutes les directives de sécurité puis de tout ce qu'il y a. Fait que j'ai eu la chance d'avoir été nommé commodore pour les deux, parce qu'il y avait 2 jours d'activité. C'était l'activité du samedi puis le dimanche, là, quand il y avait des courses. On faisait un tirage, hein, et puis il y avait des duchesses qui vendaient des billets, puis celle qui vendait le plus de billets, ben, c'était elle qui était couronnée la reine des régates. Ça ici, il y avait 5 duchesses. Puis moi, c'est l'année que j'étais commodore. Mais c'était une grande activité, tu sais, pour une petite région comme la nôtre ici, ça déplaçait beaucoup de gens. D'autres, ils se ramassaient au-delà de 35 à 40 000 personnes ici, là, durant cette fin de semaine-là. Moi, à ce moment-là, j'étais encore propriétaire de l'établissement qui s'appelle l'Hôtel Ville-Marie. Et l'Hôtel Ville-Marie, là, c'était plein à craquer, ça, puis c'est pas croyable, le monde qui passait là. Moi, je pense que je ne fais pas une pensée, je suis convaincu, j'ai tout le temps été un ambassadeur pour la région du Témiscamingue parce que moi, je trouve qu'au Témiscamingue, on a une belle région qui est méconnue des Québécois. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, puis la seule chose, tout ce que je trouve, c'est que ça a passé trop vite. Saviez-vous que le lac Témiscamingue était partiellement artificiel? En effet, de 1909 à 1913, la construction des barrages Témiscamingue ont fait drastiquement monter le niveau de l'eau du lac Témiscamingue. De telle sorte qu'en 1917, le niveau d'eau du lac Témiscamingue avait monté de 17 pieds. Évidemment, cette hausse du niveau des eaux a causé beaucoup de problèmes aux résidents vivant près des cours d'eau. Comme par exemple, les résidents de l'île du Collège se sont fait totalement isolés du reste du monde lorsque leurs chemins de terre se sont fait enterrer par la hausse du niveau de l'eau. Après de nombreuses plaintes concernant leur mode de vie et une pétition envoyée à la municipalité de Ville-Marie, les résidents de l'île du Collège ont enfin obtenu une chaloupe qu'ils pouvaient utiliser pour voyager de l'île jusqu'à la rive lorsqu'ils voyageaient seuls. Après plusieurs décennies à voyager à l'aide d'embarcations flottantes, le gouvernement décida enfin en 1947 de financer la construction d'un pont reliant l'île du Collège à la rive. À comparer à ça, le pont temporaire à Guigues paraît pas si pire. Lorsqu'ils obtinrent enfin la subvention, ce sont les résidents de l'île du Collège qui prirent la roche des 2 côtés de la rivière pour l'entasser au milieu et ainsi créer un pont. Le pont fut ensuite élargi et relevé en 1950 pour permettre à 2 voitures en sens inverse de pouvoir traverser simultanément et aussi d'empêcher les vagues d'embarquer par-dessus le pont. Une autre conséquence de la hausse du niveau de l'eau est que de nombreux agriculteurs se sont retrouvés avec leurs terres submergées. La plupart d'entre elles sont même encore possédées par certains agriculteurs. À cause du manque d'informations sur cet événement, je ne peux confirmer si les familles ayant subi des pertes suite à l'augmentation du niveau de l'eau ont reçu une compensation financière. Mais selon mes recherches, il existe maintenant une loi au Québec permettant aux riverains d'obtenir une compensation financière pour les dégâts causés par les variations du niveau de l'eau. Merci beaucoup d'avoir écouté ma petite capsule historique et on se revoit très bientôt. C'est fou de penser à quel point notre coin de pays peut regorger d'une multitude d'histoires intéressantes et surprenantes à raconter et découvrir. Nos participants ont passé l'été à explorer le Témiscamingue, rencontrer des gens, faire des recherches et capturer des images de la région. Ils sont cependant loin d'avoir tout vu. Qui sait, peut-être pourront-ils continuer leur exploration l'été prochain? C'est là-dessus que se conclut cette palpitante saison de format éclair. Bravo à tous nos participants, merci à nos mentors, ainsi qu'à vous tous et toutes de nous avoir suivis dans cette belle aventure.